Quand on lève les yeux vers le ciel, que voit-on vraiment? Lorsqu'on lève les yeux vers le ciel, on observe en réalité le passé. Cela s'explique par la vitesse finie de la lumière. Plus un objet est éloigné dans l'univers, plus la lumière qu'il émet met de temps à nous parvenir. Ainsi, regarder loin dans l'espace, c'est observer des événements qui se sont déjà produits. Parfois, il y a des milliers ou des millions d'années. Par exemple, si une planète se trouve à une année-lumière de la Terre, ce que l'on voit aujourd'hui est en réalité la lumière qu'elle a émise il y a 1 an. Autrement dit, on observe son état passé et non ce qui s'y passe au moment présent. Si cette planète venait à exploser aujourd'hui, l'événement ne serait visible qu'1 an plus tard, une fois que la lumière de l'explosion aurait parcouru cette distance. Ce délai s'explique par le fait que la lumière se déplace à une vitesse finie d'environ 300 000 km par seconde dans le vide. Elle met toujours un certain temps à voyager d'un point à un autre. Même si cette vitesse est immense, elle n'est pas instantanée. Rien ne peut aller plus vite que la lumière. Sa vitesse dans le vide est un invariant. Par exemple, la lumière du Soleil met environ 8 minutes pour atteindre la Terre, car elle doit franchir les 150 millions de kilomètres qui les séparent. Ce phénomène porte un nom, l'effet du temps de propagation. Plus un objet est éloigné, plus la lumière qu'il émet met de temps à parvenir jusqu'à nous. Ainsi, en observant des galaxies situées à des milliards d'années-lumière, les astronomes contemplent l'univers tel qu'il était il y a des milliards d'années. Chaque observation est donc un regard vers le passé. En résumé, la lumière voyage en ligne droite à une vitesse constante dans le vide. Ce que l'on perçoit d'un objet lointain correspond toujours à son passé. Plus l'objet est éloigné, plus le décalage entre ce que l'on voit et la réalité actuelle est important. C'est ainsi que l'astronomie permet, en quelque sorte, de remonter le temps simplement en regardant le ciel. Perçoit-on ce décalage sur Terre? Sur Terre, les distances sont minuscules comparées à la vitesse de la lumière. Donc, le décalage lié au temps de propagation est réel, mais tellement court qu'il est invisible à l'œil nu. Quelques exemples. Entre la Terre et la Lune, la lumière met environ 1,3 secondes. Dans une pièce, elle traverse l'espace en quelques nanosecondes, soit des milliardièmes de seconde. Autrement dit, même si on voit toujours un léger retard, il est tellement minuscule sur les distances terrestres qu'on a l'impression que tout est instantané. En combien de temps la lumière fait le tour de la Terre? La circonférence de la Terre à l'équateur est d'environ 40 075 km. Avec une vitesse de 299 792 km par seconde, la lumière ferait ce trajet en 0,134 secondes, soit environ 134 millisecondes pour faire le tour complet de la planète. C'est à peine plus d'1 dixième de seconde. Combien de temps met la lumière d'un satellite jusqu'à la Terre? Cela dépend directement de l'altitude à laquelle se trouve le satellite. Plus il est éloigné, plus la lumière met de temps à parcourir la distance jusqu'à nous. Pour les satellites en orbite basse, dont l'altitude se situe entre 500 et 2000 km, par exemple comme la Station spatiale internationale, qui tourne à environ 400 km d'altitude, la lumière met entre 1,5 et 7 millisecondes pour atteindre la Terre.
c'est presque instantané. Pour les satellites en orbite moyenne, qui se trouvent à environ 20 000 km, comme ceux du GPS, la lumière met un peu plus de temps, autour de 67 millisecondes. C'est toujours très rapide, mais ça commence à devenir notable quand on veut faire des calculs très précis. Enfin, les satellites en orbite géostationnaire, qui tournent à environ 36 000 km d'altitude, la lumière met alors presque 120 millisecondes pour nous rejoindre. Ce délai, bien que court, peut influencer la qualité de certaines communications, comme la téléphonie par satellite ou certains échanges de données en direct. Donc, même si la lumière est ultra rapide, sur ces distances, il y a quand même un petit décalage, plus ou moins perceptible, selon la hauteur du satellite. Ce temps de propagation pose un vrai défi pour des systèmes comme le GPS, qui repose sur des mesures de temps ultra précises pour calculer les positions. En effet, même une erreur d'un millionième de seconde dans la synchronisation des horloges peut entraîner une erreur de plusieurs centaines de mètres dans la localisation. Alors comment pallier à ce petit décalage ? Pour pallier ce décalage, les ingénieurs appliquent des corrections relativistes qui sont basées sur la relativité restreinte et générale d'Einstein. Elles ne sont pas faciles à comprendre car elles vont à l'encontre de notre intuition. On va essayer de donner une explication simple de ce qui se passe avec les satellites GPS. Les satellites GPS sont comme des horloges très précises qui tournent autour de la Terre. En permanence, ils envoient des signaux indiquant l'heure exacte à leur position. Le téléphone capte ces signaux de plusieurs satellites et calcule la position en comparant les heures et les distances. Le souci, c'est que les horloges des satellites ne tournent pas à la même vitesse que celles sur la Terre. Et pourquoi ? À cause de la relativité. Deux phénomènes entrent en jeu. Premièrement, la relativité restreinte. Le satellite se déplace très vite, donc son temps ralentit. En effet, les satellites GPS tournent autour de la Terre à environ 14 000 km/h. Selon Einstein, plus on va vite, plus le temps passe lentement. Résultat, les horloges des satellites retardent un peu. Deuxièmement, la relativité générale. Le satellite est loin de la Terre, donc son temps s'accélère. Einstein a montré que le temps passe plus vite quand on est loin d'un objet massif. Plus on s'éloigne du centre de la Terre, plus le champ gravitationnel est faible. Cette contradiction concernant le temps semble très étrange, mais elle s'explique parfaitement grâce à des formules mathématiques issues de la relativité restreinte et générale. Grâce à la formule de Lorentz, on explique que la vitesse ralentit le temps, tandis que l'effet gravitationnel lié à l'altitude l'accélère. Pour en revenir aux satellites, le bilan quotidien est le suivant. La vitesse des satellites fait perdre environ 7 microsecondes par jour, la gravité en fait gagner environ 45 microsecondes par jour. Au total, les horloges des satellites avancent de 38 microsecondes chaque jour. C'est infime, mais si cette différence n'était pas corrigée, le GPS accumulerait une erreur de plus de 10 km en seulement 24 heures. Et pour éviter cela, les horloges des satellites sont ajustées à l'avance et le système GPS corrige automatiquement ces effets relativistes. C'est grâce à ces corrections que la localisation peut être précise à quelques mètres près. Maintenant, rentrons un peu plus dans le détail de la relativité. Pourquoi le temps ralentit près d'un objet massif selon Einstein ? C'est le cœur de la relativité générale. On peut imaginer
l'espace-temps comme une grande nappe élastique, un peu comme un trampoline très souple, parsemée de milliers de petites horloges, chacune représentant le rythme du temps à un endroit précis. Quand il n'y a pas de masse, la nappe est bien tendue et toutes les horloges tournent au même rythme, le temps passe de manière uniforme partout. Mais dès qu'on place un objet massif sur cette nappe, elle se déforme, s'enfonce sous son poids, c'est la courbure de l'espace-temps. Les horloges situées dans ce creux tournent plus lentement, tandis que celles éloignées tournent plus vite. Et plus un objet est massif, plus il déforme l'espace-temps autour de lui. Ainsi, près de la Terre ou d'un trou noir, le temps passe plus lentement et plus on s'éloigne, plus il s'accélère. Quand il n'y a pas de masse, la nappe est bien tendue et toutes les horloges tournent au même rythme, le temps passe de manière uniforme partout. Donc, pour résumer, plus l'horloge est près de la masse, plus elle ralentit. Plus elle est loin, plus elle s'approche du rythme normal. En conclusion, l'espace-temps est une nappe souple, couverte d'horloges, dont le rythme varie selon la courbure créée par la matière. Einstein n'a pas juste imaginé que le temps ralentit près d'une masse, il l'a démontré mathématiquement dans sa théorie de la relativité générale en 1915 à travers des équations très précises. Et grâce à ces équations, on mesure précisément comment l'espace-temps se courbe et comment le temps ralentit. Que signifie cette équation ? Elle dit que la courbure de l'espace-temps dépend de la matière et de l'énergie présente. Quand on résout cette équation pour un cas simple, comme par exemple une sphère massive, une étoile, une planète ou un trou noir qui ne bouge pas et qui n'a pas de charge électrique, on obtient une solution appelée la métrique de Schwarzschild, qui donne la manière exacte dont l'espace et le temps sont déformés autour d'un corps massif. Et ce qu'on découvre en résolvant cette équation, c'est premièrement, elle nous indique précisément de combien le temps ralentit en fonction de la masse de l'objet, la distance à cet objet, la vitesse de la lumière et la constante gravitationnelle, et que le temps ralentit près de la masse. Lorsqu'une horloge se trouve à une distance r du centre d'un objet sphérique de masse m, le temps qu'elle mesure, appelé temps propre, c'est-à-dire le temps réel qui s'écoule pour elle, est lié au temps mesuré par un observateur situé très loin de cet objet grâce à la formule de Schwarzschild. Et on constate que plus la masse m est grande, plus le facteur devient petit. Et plus on se rapproche de la masse, donc r diminue, plus le temps ralentit. Dans un cas extrême, comme par exemple un trou noir, ce facteur devient 0 à l'horizon des événements. Le temps s'arrête complètement vu de l'extérieur. Par contre, sur Terre, le ralentissement est minuscule mais mesurable. Deuxièmement, les distances elles-mêmes changent. On parle de contraction radiale. Ce n'est pas seulement le temps qui est affecté, la manière dont on mesure les distances aussi évolue. En effet, l'espace peut être étiré ou compressé selon la direction et la façon dont il est courbé autour d'un objet massif. Troisièmement, la lumière suit des chemins courbes. Autour d'un objet très massif, la lumière ne voyage plus en ligne droite comme elle le ferait dans l'espace vide. À la place, elle suit les courbes de l'espace-temps créées par la présence de cette masse. C'est ce phénomène qui provoque les lentilles gravitationnelles. La lumière est déviée, un peu comme un mirage, ce qui peut amplifier, déformer ou multiplier l'image des objets lointains derrière la masse. Les lentilles gravitationnelles
sont un phénomène où la lumière émise par un objet très éloigné, comme une galaxie ou une étoile, est déviée lorsqu'elle passe près d'un objet massif, comme une autre galaxie ou un trou noir, situé entre l'observateur et la source de lumière. Concrètement, cette masse agit un peu comme une lentille de verre géante dans l'espace. Elle courbe la trajectoire des rayons lumineux, ce qui peut agrandir l'image de l'objet lointain, le déformer, multiplier son image, ou même créer des anneaux lumineux autour de la masse, appelés anneaux d'Einstein. Ce phénomène permet aux astronomes de mieux observer des objets très éloignés et d'étudier la matière noire ou la distribution de la masse dans l'univers. C'est un effet direct de la déformation de l'espace-temps par la gravité. Ces phénomènes nous aident à mieux comprendre la structure et le fonctionnement de l'univers. Est-ce que l'on voit l'origine même de notre univers ? La réponse est à la fois oui et non. Au moment du Big Bang, la température était extrêmement élevée, mais au fil du temps, l'univers s'est dilaté, ce qui a entraîné son refroidissement. La lumière, c'est quoi exactement ? La lumière est une onde électromagnétique composée de photons qui ont différentes fréquences. Nos yeux ne perçoivent qu'une très petite partie de ce spectre appelé lumière visible, qui s'étend environ de 0,4 à 0,8 micromètres. Pourtant, dans l'univers, il existe des ondes beaucoup plus grandes ou beaucoup plus petites que cette gamme invisible à l'œil nu. Par la suite, on va admettre que l'on puisse avoir des yeux sensibles à chaque région du spectre électromagnétique. On verrait alors un univers caché, étonnant, que nos yeux ne perçoivent pas, mais qui existe bel et bien tout autour de nous. Les plus basses fréquences sont les ondes radio qui ont des longueurs d'onde gigantesques. Si on pouvait les voir, elles dévoileraient la structure à grande échelle de l'univers, comme les filaments de galaxies. Les micro-ondes, un peu plus énergétiques, nous laisseraient voir un ciel extrêmement brillant, correspondant au fameux rayonnement fossile. Une photo du cosmos datant d'environ 400 000 ans après le Big Bang. Le Big Bang a eu lieu il y a environ 13,7 milliards d'années. Ce rayonnement nous montre l'univers primordial juste après sa naissance, alors qu'il était encore très chaud avant de se refroidir en s'étendant. Comme on l'a vu en début de vidéo, on observe toujours le passé quand on regarde une source lumineuse distante, que ce soit des ondes radio, les infrarouges, les visibles, les ultraviolets, les rayons X ou les rayons gamma. Elles voyagent toutes à la même vitesse dans le vide. Ce rayonnement nous permet donc de remonter le temps et d'observer l'univers tel qu'il était peu après sa naissance, encore chaud, avant qu'il ne se dilate et se refroidisse. Les infrarouges, capables de traverser les nuages de poussière qui entourent la Terre, permettent d'observer le cœur de notre galaxie. Le spectre visible, qui correspond à la gamme de longueurs d'onde que nos yeux peuvent percevoir, coïncide avec les longueurs d'onde que le Soleil émet le plus. Ce n'est pas un hasard, notre vision s'est adaptée à cette lumière abondante à la surface de la Terre. L'ultraviolet permet de détecter certaines traces du Big Bang, comme le deutérium, un isotope léger de l'hydrogène formé quelques minutes après l'origine de l'univers. Ce noyau, composé d'un proton et d'un neutron, est très fragile. Il ne résiste pas à la chaleur intense des étoiles, où il est rapidement détruit. Dans l'univers primordial, tout s'est refroidi progressivement et de façon uniforme, ce qui a permis au deutérium de rester intact. À l'inverse, dans les étoiles, la température reste extrêmement élevée en permanence, ce qui détruit immédiatement le deutérium. Donc, le fait qu'on en retrouve encore aujourd'hui dans certaines régions froides de l'univers prouve qu'il provient directement du Big Bang. Puis, les rayons X, qui montrent des objets extrêmement chauds,
comme les naines blanches dont la température dépasse largement celle du Soleil. Et enfin, les rayons gamma, qui sont les ondes électromagnétiques les plus énergétiques. Ils révèlent des phénomènes extrêmement puissants comme les étoiles à neutrons émettant des jets intenses dans ce spectre. Leur longueur d'onde est incroyablement courte, environ 1 milliard à 1000 milliards de fois plus petite que celle de la lumière visible. C'est cette extrême courte longueur d'onde qui leur confère une énergie très élevée, faisant des rayons gamma les ondes les plus énergétiques de l'univers. En conclusion, chaque gamme de fréquences dévoile une facette unique de l'univers. À chaque fois que les astronomes observent le ciel dans une nouvelle longueur d'onde, ils découvrent des objets ou des phénomènes jusqu'à là invisibles, dévoilant des secrets insoupçonnés et élargissant ainsi considérablement notre compréhension du cosmos.